Bonjour à tous, je suis Francis Duperron et je vous accueille dans cette série de capsules de formation consacrée à la compréhension et à la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Dans cette capsule, nous examinerons de près les effets de l'urbanisation, une conséquence directe de la vie moderne sur notre environnement. Au cours de cette capsule, nous aborderons 3 sections principales. Nous définirons d'abord l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols, puis discuterons de la pollution sous toutes ses formes pour ensuite nous concentrer sur la pollution issue des produits domestiques. Un employé d'Agiro conclura cette formation en nous présentant des initiatives de gestion durable. Restez avec nous pour une exploration approfondie des effets de l'urbanisation. Avant d'entrer dans les détails, il est essentiel de définir les termes centraux de cette formation. L'imperméabilisation des sols est l'un des aspects les plus marquants et préoccupants de l'urbanisation croissante au Québec. L'imperméabilisation des sols est le processus par lequel des surfaces naturelles, telles que le sol et la végétation, sont recouvertes par des surfaces imperméables comme le béton, l'asphalte et les bâtiments. L'imperméabilisation, c'est le processus par lequel on va recouvrir les sols naturels de matériaux qui ne laissent pas l'eau passer. Donc, quand la pluie tombe, au lieu de s'infiltrer naturellement dans le sol, elle va plutôt s'écouler sur les surfaces imperméables puis se retrouver rapidement et en plus grande quantité dans les lacs, les rivières puis le réseau d'égouts pluviales. Plus qu'on a de surfaces imperméabilisées, bien, plus qu'on va exacerber ce problème-là. Finalement, quand que l'eau peut s'infiltrer naturellement dans le sol, bien, on va retenir l'eau plus longtemps dans le bassin versant, ce qui va réduire les quantités qui se retrouvent là, dans les lacs, les rivières puis les égouts. Plusieurs facteurs contribuent à l'imperméabilisation des sols. Cela inclut la construction de routes et d'autoroutes, la création de stationnements, la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux et même l'expansion des zones industrielles. L'objectif de l'imperméabilisation est souvent de répondre aux besoins de la croissance urbaine, mais cela engendre des conséquences sur l'environnement, soit l'augmentation du ruissellement, du nombre d'inondations, des îlots de chaleur et la diminution de la recharge des nappes phréatiques. Voyons maintenant ce que sont les inondations, la sédimentation et l'érosion accrue. Les inondations surviennent lorsque la quantité d'eau de pluie excède la capacité de drainage naturelle d'une région, provoquant ainsi les débordements des cours d'eau, des lacs ou des zones basses. Cela peut causer des dommages considérables aux propriétés et mettre en danger la vie humaine. La sédimentation se produit lorsque l'eau de pluie transporte des particules de sol, de sable ou de boue et les dépose dans les cours d'eau ou les zones de stockage d'eau. Cela peut obstruer les voies navigables, endommager les habitats aquatiques et altérer la qualité de l'eau. Finalement, l'érosion accrue se produit lorsque le ruissellement de l'eau de pluie emporte des couches de sol, exposant les terres à une dégradation continue. Plus il y a de ruissellement, plus il peut y avoir de l'érosion. Cela peut avoir un impact négatif sur la fertilité des sols, la qualité de l'eau et les écosystèmes environnants. On perd nos sols naturels et c'est problématique. L'imperméabilisation des sols a aussi un impact sur la pollution. En effet, celle-ci est causée lorsque l'eau de pluie entraîne des polluants tels que les produits chimiques, les métaux lourds ou les déchets organiques dans les systèmes naturels. Cette pollution peut contaminer les sources d'eau potable, nuire à la vie aquatique et avoir des effets néfastes sur la santé humaine. On distingue 3 types de pollution différentes: physique, chimique et biologique. La pollution chimique, c'est tous les rejets agricoles, domestiques et industriels qui peuvent donc amener des métaux lourds, des pesticides, des engrais dans les cours d'eau, mais aussi là, un surplus d'azote puis de phosphore qui peuvent contribuer à l'eutrophisation des lacs. Ensuite de ça, on a la pollution biologique, puis ça va être les matières fécales, donc qui peuvent provenir des déjections d'animaux, mais aussi des eaux usées non traitées puis des installations septiques autonomes qui sont non conformes. On a la pollution physique aussi, finalement. Ça va être la matière en suspension dans les cours d'eau, puis toutes sortes de déchets, qu'ils soient naturels ou artificiels. Puis là-dedans aussi, on va considérer la température de l'eau. Donc, quand on a, par exemple, un exutoire pluvial qui déverse de l'eau plus chaude dans un cours d'eau, bien, ça va être une forme de pollution parce que ça va dérégler la température naturelle du cours d'eau. La pollution a des conséquences directes sur la qualité de l'eau. Celle-ci a des effets dévastateurs sur les écosystèmes aquatiques, notamment en perturbant la chaîne alimentaire, en dégradant des habitats et en affectant la biodiversité. La pollution va donc avoir un impact important sur la qualité de l'eau potable et les écosystèmes aquatiques. Les contaminants chimiques et bactériens peuvent rendre l'eau impropre à la consommation et les polluants peuvent, quant à eux, rendre la baignade dangereuse dans certains lacs et rivières lorsque des barèmes de santé publique sont dépassés.
La pollution affecte donc la qualité de l'eau qui est essentielle au maintien d'écosystèmes aquatiques en santé. Les polluants peuvent empoisonner ou perturber les organismes aquatiques, en provoquant par exemple des changements de sexe chez les poissons, par des mutations, ce qui résulte en des déséquilibres dans la chaîne alimentaire. De plus, les habitats aquatiques peuvent être dégradés par la pollution, affectant la survie de nombreuses espèces. Finalement, la pollution peut entraîner la disparition de certaines espèces aquatiques et réduire la diversité biologique des rivières et des lacs. Les produits domestiques que nous utilisons tous les jours peuvent aussi contenir des polluants nocifs pour l'eau. Cela inclut les nettoyants ménagers, les pesticides, les détergents à lessive et même les produits de soins personnels comme le maquillage. Ces produits contiennent souvent des produits chimiques tels que du phosphate, des surfactants, des agents antimicrobiens et bien d'autres. Chaque action anodine du quotidien peut donc avoir des conséquences polluantes pour l'eau. Prenons l'exemple d'une voiture. La première idée qui vient en tête lorsqu'il est question de la pollution provenant d'une voiture, on passe au gaz qui s'en échappe. Par contre, un véhicule pollue beaucoup plus que ça. L'exemple le plus concret est la joie ressentie lorsqu'une journée de pluie lave notre voiture. Mais toute la saleté, tous les contaminants accumulés sur la route se rendent au cours d'eau par ruissellement. Lorsqu'une voiture fuit, ces fluides se rendent également au cours d'eau. On peut notamment y trouver des contaminants émergents. En hiver, nous utilisons fréquemment des sels de déglaçage pour déneiger nos routes et nos trottoirs. Cependant, ces sels contiennent des chlorures, tels que le chlorure de sodium, qui peuvent être nocifs pour les eaux de surface. Lorsque la neige fond, les chlorures se retrouvent dans les rivières et les lacs, augmentant la salinité de l'eau. Cela peut avoir des effets néfastes sur la vie aquatique et la qualité de l'eau en quantité importante. Ces produits engendrent la mort d'espèces aquatiques. Les contaminants émergents sont des substances chimiques nouvelles ou peu étudiées que l'on trouve dans les produits domestiques, les médicaments, les produits de soins personnels et même certains produits de nettoyage. Ces produits chimiques peuvent être rejetés dans les eaux usées domestiques ou encore ruisseler et finir par se retrouver dans les rivières. Beaucoup d'entre eux peuvent avoir des effets inconnus sur la faune aquatique et la santé humaine. En tant que consommateurs, nous avons un rôle crucial à jouer dans la réduction de la pollution domestique. Nous pouvons choisir des produits domestiques écologiques et biodégradables. Nous pouvons également limiter l'utilisation de sels de déglaçage et adopter des alternatives plus respectueuses de l'environnement, telles que les routes blanches, le sable ou des produits de déglaçage moins nocifs. Enfin, nous pouvons disposer de nos produits chimiques de manière responsable en suivant les consignes de recyclage et de traitement appropriés. Donc, dans la lutte à l'imperméabilisation des sols, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de préserver les fonctions des sols. Donc, oui, dans les fonctions des sols, il y a l'infiltration de l'eau puis la recharge des nappes phréatiques, mais il ne faut pas oublier aussi que les sols vont contribuer à nous permettre de produire des aliments, à stocker du carbone, puis aussi à préserver la biodiversité. Donc, dans les mesures qu'on peut mettre en place pour diminuer les conséquences néfastes de l'urbanisation, bien, il y a la mise en place d'infrastructures vertes. Ça peut être des toits verts ou des ouvrages de gestion des eaux pluviales. On ne passera pas trop de temps là-dessus parce qu'on a une autre formation qui s'attarde aux eaux pluviales. Ensuite de ça, bien, il y a la désimperméabilisation des sols. Donc là, on peut aller désimperméabiliser les cours d'école, l'entrée des maisons, les toits, puis les stationnements. Puis là, après ça, là, les matériaux qu'on veut utiliser, au lieu de l'asphalte, ils vont changer cas par cas. Mais de manière générale, on va favoriser des graviers un petit peu plus grossiers ou des pavés qui laissent l'eau passer pour éviter qu'il y ait des sédiments qui se retrouvent dans les cours d'eau. Évidemment, si on est capable de conserver la nature qu'on a encore, on va le faire parce que c'est le moyen le plus efficace et le moins coûteux là, de lutter contre les effets néfastes de l'urbanisation. Par contre, si on a des milieux qui ont été perturbés, bien là, à ce moment-là, on va pouvoir les restaurer si on est plus en milieu naturel. Mais si on est en ville, bien, on peut juste créer des espaces verts. Si on est citoyen, bien, on peut juste planter des végétaux sur notre terrain pour favoriser l'infiltration dans le sol. On a tendance à croire qu'une surface engazonnée va permettre l'infiltration du sol, mais des fois, le sol il est juste trop compacté puis ça absorbe pas du tout l'eau. Donc, les végétaux, au moins, ça va nous aider à ce niveau-là. En général, là, toutes les initiatives de verdissement vont vraiment être positives parce que ça va lutter aussi contre d'autres effets des changements climatiques comme les îlots de chaleur en ville. Donc, c'est super positif là, de planter des végétaux. Puis finalement, là, ce qui est le plus facile puis ce qui requiert absolument aucune ressource de votre part, bien, c'est de sensibiliser vos proches, vos familles, vos amis à l'imperméabilisation, aux effets néfastes de l'urbanisation. Puis comme ça, on va pouvoir un petit pas à la fois s'améliorer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie sur les effets de l'urbanisation. Cette capsule a permis de définir l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols,
expliquer la pollution sous plusieurs formes, avec une attention particulière sur la pollution issue des produits domestiques, puis avons pris connaissance d'initiatives pour une gestion durable. Ces initiatives jouent un rôle crucial dans la préservation des ressources en eau au Québec pour les générations futures. La préservation de nos ressources aquatiques est une responsabilité partagée. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir d'adopter des pratiques durables au quotidien, que ce soit en réduisant notre empreinte écologique, en participant à des programmes de préservation ou en soutenant des initiatives locales. Chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons poser des gestes concrets pour sauver nos sols naturels. Pour approfondir vos connaissances, consultez les ressources recommandées dans la description de cette vidéo. Des lectures, des organisations spécialisées et des programmes de sensibilisation peuvent vous aider à devenir un défenseur informé de la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Merci encore de nous avoir rejoints dans cette aventure formative. Restez engagés, continuez à apprendre et prenons soin de notre précieux environnement.